on Air. Yes, sir. On est chanceux aujourd'hui. On a Mr. Paul Gagné avec nous, avec toute son expérience, toute son expertise. Avec Paul, on pourrait parler de plusieurs sujets, mais on voulait se concentrer aujourd'hui. On a choisi une chose. On a choisi bien une chose parce que spécifique. Paul, c'est une encyclopédie. On est habitué à chaque fois qu'on le voit, il peut nous partir sur des sujets, puis ses connaissances sont approfondies. On va voir vraiment comment tu as parti avec Desmotech, Paul. C'est quand est-ce que le switch s'est fait pour toi, que tu as découvert ça, l'entraînement iso-inertiel, puis que ta transition s'est faite vers l'entraînement plus régulier. Là, puis, Moi, j'avais utilisé, mais tu sais, un peu l'histoire de l'iso-inertial, c'est le docteur Pertesh de l'Institut Karolinska en Suède dans les années 80. La NASA, ils les avait mandatés pour faire des appareils. Ils savaient que l'excentrique, ça augmente la densité osseuse puis musculaire. Fait qu'il avait prévu dans les années 80 d'envoyer des astronautes pendant des périodes de temps assez, des longues durées dans l'espace. Mais qu'est-ce qui arrive dans l'espace? Tu n'as pas de gravité. Fait que tu perds beaucoup de muscles et beaucoup de densité osseuse. Donc, ils ont inventé, c'est une genre de grosse courroie. Tu sais, c'était comme un genre de leg press. Puis, ça a été le précurseur de K-Box. C'est parce que K-Box vient d'excentrique. Fait que moi, j'ai commencé avec Yo-Yo, les premiers appareils Yo-Yo. C'était un leg curl, c'est assez robuste là, comme mouvement. C'était bien, mais c'était un peu rustique. C'était une machine avec une oui, courroie. c'était un leg curl. Ouais, c'est le Ok. même principe que c'est une plus grosse courroie que K-Box. C'est le même principe. Le principe iso-inertial, on appelle ça un flywheel. C'est comme un yo-yo. C'est pour ça que la compagnie s'appelait Yo-Yo. Tu tires, plus tu recoil, plus la grosseur du yo-yo est grande, plus le mouvement de recoil va être grand. Fait que c'est pour ça que plus le disque va être grand, c'est une corde avec un shaft qui est au bout. Tu mets des disques, tu mets une charge. Fait que plus tu tires, plus ça s'enroule, plus ça se déroule. Fait que c'est le même principe qu'un yo-yo. Mais c'est une question de timing. Dans votre groupe d'âge, vous êtes pas mal plus jeune que moi, mais nous autres, on n'avait pas de télé, on jouait au yo-yo beaucoup. Fait que si tu ne l'as pas bien, ton yo-yo, il meurt. Tu sais, il se déroule. C'est Tu drôle, perds tu dis le ça parce timing. que j'ai dit ça des fois à des jeunes, c'est comme un yo-yo. T'as déjà joué Non, au c'est yo? ça. Ils disent non. OK. Non, mais un yo-yo, c'est le. Oups. Fait que c'est le même principe, l'iso-inertial. Ça réinjecte l'excentrique. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est très imprévisible. C'est sûr qu'avec une strap ou une courroie ou un cône, il y a d'autres compagnies qui ont fait des cônes. Je les avais eus avant Desmotech. J'avais le précurseur du K-Box qui était c'est le même principe avec une courroie. C'est bien, mais c'est bon pour le fitness. C'est pas assez rapide dans l'excentrique. Donc, la réinjection excentrique est très prévisible. Excellent encore là, c'est mieux que rien. C'est mieux que les fameux hooks qu'on met puis qu'on descend. Tu mets une surcharge excentrique, mais qui est prévisible. Qui est pour passé moi, rapide. qui n'a pas vraiment, à part si tu es un dynamophile ou un powerlifter ou tu veux faire du bodybuilding, pour le geste sportif, moi, je vois aucune utilité parce que l'excentrique arrive toujours en début de mouvement puis très, très rapide. Ça n'arrive pas dans le fond, là. Même un haltérophile n'aura pas vraiment de validation. Ça ne sera pas valide de remettre une surcharge excentrique qui est lente. Il faut que ça soit au-delà de la demande du sport. Moi, quand je fais une formation, si vous avez vu mes formations, on voit toujours une des premières diapos, c'est le pourquoi. Parce que pourquoi tu t'entraînes? Si tu joues au hockey 4-5 fois par semaine, tu es en forme. Tu fais du cyclisme, tu es en forme. Tu fais du ski de fond. Puis tu fais de la préparation physique, il faut que ça aille au-delà des demandes de ton sport. Sinon, tu ne joues pas au hockey, tu ne joues pas au tennis, tu ne joues pas au golf, tu fais des sports. Le lendemain, tu es raqué pendant une semaine. Donc, si tu es bien préparé dans ton hors-saison, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir performer sans être obligé d'être couché sur la glace puis 8 massothérapeutes pendant une semaine. Donc, c'est ça la clé de la préparation physique. Malheureusement, aux États-Unis, ils appellent ça des strength coach, mais c'est pas ça. Nous, on est des préparateurs physiques, c'est ça qu'on travaille avec au niveau du cerveau, au niveau de la posturologie. Mais l'excentrique à haute vitesse, la réinjection, on appelle ça le overload, c'est ça qui m'a capté. Tu sais, ça m'a captivé. Donc, j'avais été exposé au début des années 2000, puis par la suite, Desmotech ont commencé en 2012. Puis Éric Bédard, que j'avais entraîné avec l'équipe nationale de patin de vitesse courte piste, il était devenu entraîneur-chef pour l'équipe d'Italie. Il y avait un de ses collègues, Pelletier, qui était lui, il avait une compagnie qui travaillait beaucoup avec les patins. Donc, par rapport au niveau du patin de vitesse courte piste. Fait qu'il est devenu un genre de distributeur pour Desmotech. Fait qu'il m'avait appelé. Fait que Marc Pelletier m'appelle, puis c'était au mois d'août, en 2012. Puis mois d'août, je ne suis pas trop patient parce que
comme ceux qui travaillent avec les joueurs de hockey, surtout que les pros, on est sur la glace. Ça fait déjà 3 mois, puis les gars sont moins patients, ils sont anxieux de retourner. Nous autres aussi, puis quand tu as 40 joueurs par jour professionnels qui ont tous les petits. Ah, ben là, j'ai un tournoi de golf. Ah, là, j'ai. Tu sais, c'est pas facile. C'est le fun, là. Ça a l'air bien glamour. Moi, ça fait 40, c'est ma 42e année, mais c'est pas toujours le fun. Rendu au mois d'août, t'as moins de fun, disons. Fait que là, il est arrivé avec ça. Je me rappelle, c'était un jeudi soir. Puis Marc dit, OK, Marc, laisse-moi là ici. Mais non, il faut que je la ramène. Je veux que tu l'essayes. Écoute, c'est quoi ce boîte-là? J'avais déjà vu ça. Là, le jeudi, on faisait, le lundi, jeudi, on faisait notre membre inférieur. Je m'en allais sur la glace. Il était rendu 2h30 l'après-midi. On est sur la glace à 4. Là, j'avais 4 de mes joueurs. D'ailleurs, Jonathan Huberdeau, il était là. C'est des boys. On avait des plateformes pour mesurer le saut vertical. Donc, les gars étaient flat. Je dis, les gars, allez vous changer. On a fini. On va se préparer pour la glace. Moi, je suis le coach, donc je n'ai pas besoin de m'habiller trop d'avance. Je suis en track. Fait que là, Marc, il arrive, il dit, hey boys, pouvez-vous attendre 2-3 minutes? On va refaire un saut vertical pour que ça soit objectif. Il veut qu'on essaye l'appareil. Là, les gars, tu sais quoi? Vous allez voir, c'est une plateforme. Tu mets le rack, tu mets un harnais, tu fais du squat. Puis qu'est-ce que ça va faire? Je ne le sais pas. Fait que là, on fait une coupe de séries. Mais après la première série, déjà, du saut vertical commençait à monter. Okay, c'est peut-être un coup de luck, là, on ne le sait pas. Là, on a fait 4 séries, puis je les ai arrêtés parce que, écoute, on s'en va sur la glace, mais durant les 4 séries, les sauts ont remonté. Donc, c'était vraiment spectaculaire. Là, je les écoute, on s'en va sur la glace, je ne connais pas trop l'effet de l'excentrique avec ces appareils-là à haute vitesse. Je veux que les gars pratiquent aussi. Donc, moi, je qui est coach sur la glace, ben, je voulais voir avant parce que c'était un peu dans l'inconnu. Parce que j'avais eu qu'avec le Versa Poulie, qui est un cône, tu n'es pas trop raqué avec ça. Tu n'as pas trop de douleur post-exercice. Puis c'est quand même assez lent. Le K-Box, c'est pareil. Donc, j'ai dit, on va faire attention, pas les maganer. Fait que les gars, quand ils sont partis, moi, en tant que coach, j'ai dit, écoute, puis dans ce temps-là, tu sais, j'ai 62. Dans ce temps-là, j'avais 51 ans. Je n'étais pas quand même une jeunesse. J'embarque dessus. Puis j'avais pas très lourd. On avait un disque large puis un médium, qui est quand même la base pour montrer. Donc, c'est pas tellement lourd. Là, j'en fais 4-7. Ça reste devant, je me sentais bien. Là, on arrive sur la glace, fait qu'on est à 5 qui l'avaient fait. Là, on se regarde, j'ai dit aux gars, parlez-en pas. Je veux juste garder la surprise pour demain. On va faire du haut de corps avec ça, puis je vais voir si je vais l'acheter. Là, on embarque sur la glace, les 5. On dirait qu'on a des ressorts. L'effet de, comme tu as dit, l'effet de potentiation était très élevé. Là, je dis, OK, on n'en parle pas. Les gars volaient sur la glace. Là, tous les autres boys, qu'est-ce qu'ils viennent de finir de s'entraîner? Qu'est-ce qu'ils ont? On ne dit pas un mot. Fait que les gars sont revenus le lendemain au gym. Là, on a fait du haut de corps avec ça. Là, ils ont vu. Vous êtes des tricheurs parce on fait un scrimmage aussi. Fait que là, les gars qui étaient dans l'équipe, j'ai fait exprès, je les ai mis les 4 ensemble. C'était même pas drôle. Là. On faisait du 4 contre 4, ça volait partout. Fait que là, on a commencé. Puis le lundi matin, je disais à Marc, viens ici. Voici ton chèque. Puis on a commencé. Fait que Jonathan Huberdeau, c'est vraiment le premier joueur de hockey, je pense même dans le monde, à avoir travaillé avec parce ça. qu'il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait pas en Europe. C'est surtout pour en Europe, même si la Suède est forte en hockey, je ne sais pas pourquoi, c'est surtout les skieurs et les joueurs de soccer. Donc, Desmotech, c'était vraiment au début la préparation physique pour les joueurs de soccer, les joueurs de foot, le calcio, comme on dit en Italie. Parce qu'ils sont en Turin et Milan. Donc, ils ont l'AC Milan qui sont avec eux. Ils ont Juventus. D'ailleurs, on travaille avec le J-Medical. Un peu, on donne des... Parce que moi, je suis en charge du Desmotech Training Institute. Mais c'est une académie. C'est le Desmotech Training System, puis l'académie. C'est pour ça, même, tu vas voir sur ceux qui ont acheté les portables, c'est marqué Train with the Pro, mais ça, c'est mon logo. Puis l'écriture, c'est la mienne. Ça, c'est vraiment... Ce qui est écrit sur la boîte, c'est vraiment mon système. Fait que je les ai aidés à bâtir un système d'entraînement qui était un peu en dehors de ce qu'il y avait par rapport au soccer. Puis ce qui est arrivé, c'est que toutes les années, au mois d'octobre, on a un camp à Zermatt avec les skieurs. Quand j'étais avec les Sœurs du Four-la-Pointe, on avait un camp à Zermatt la première semaine d'octobre. Fait que quand mes gars partaient pour les camps, j'allais en vacances une semaine, puis je partais en Europe avec une dizaine de jours avec les filles faire leur camp. C'est le dernier camp avant les Coupes du Monde. Mais Zermatt, c'est collé sur l'Italie. Parce que le Mont Cervin, qui est en français, c'est Matterhorn en allemand, mais c'est le Cervinia en Italie. Donc, le Zermatt est connecté avec Cervinia. Donc, j'ai juste descendu en ski. L'autre bord de l'Italie, ils sont venus me chercher. J'ai mis mes skis dans un locker. Non, ouais. Parce qu'Alberto, le propriétaire, il dit, Paul, viens-t'en, on est à 1h30, on va aller te chercher.
Je descends à l'autre bord, je mets mes skis dans le locker, je suis encore habillé en ski. Alberto, c'est ce que c'est? Alberto Bertagnolio, c'est le propriétaire, c'est lui l'inventeur de la Desmotech. OK. C'est des ingénieurs à Turin, c'est comme le MIT d'Europe. L'Institut de technologie de Torino, c'est comme tous les gens de Pininfarina sont là. Il y a beaucoup de monde de Ferrari, de Maserati. Donc, c'est à peu près comme le MIT aux États-Unis. C'est probablement l'école, l'université de technologie la plus haute en Europe. Probablement une dans le monde même. Donc, Alberto vient de là. C'est un skieur. Donc, il connaît bien aussi le soccer puis le tennis aussi. Donc, il a, dans sa tête, au lieu de mettre une strap, ils ont mis des cordes. Puis il était avec un physiologue, le docteur Davide Sousta. Vraiment bon, le Davide, c'est lui qui était le concepteur. Alberto, c'est l'ingénieur. Puis Davide, il a vraiment validé les mouvements au niveau biomécanique. Il a été professeur longtemps de physiologie à Dublin aussi. C'est un des meilleurs dans le monde au niveau de la physiologie. Aussi pour le rugby, pour le soccer, on fait beaucoup de recherches. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les premières recherches avec Desmotech, comment l'impact de ce système-là sur le système cardiovasculaire. Donc, tu peux augmenter ta VO2. On le sait, c'est la première fois que tu en fais avec ça, tu te dis « Oh boy, je t'ai soufflé par rapport en versus un squat. » Parce que le temps sous tension est constant. Tu sais, sur un squat, ben, en haut, tu n'as rien. Tu descends à 90, tu es au max. Tu descends encore plus bas, tu as moins. Fait que sur une échelle, sur un squat au complet, tu as peut-être 60 de temps sous tension. Avec Desmotech, ben avec surtout la plateforme, la D-Sport qu'on avait, ben c'est constant. En plus d'un temps sous tension qui est constant, tu as une on appelle ça un overload en excentrique. Donc, une surcharge excentrique à haute vitesse. Donc, tu es obligé de ton timing, ta coordination intra- et intermusculaire doit être là pour te timer, pour absorber l'excentrique. C'est ce que j'aimais beaucoup versus le cône ou la courroie qu'après un certain temps, ben, tu peux quand même prévoir l'excentrique, qui n'est pas le cas dans les sports. Tu sais, au hockey, chaque pas est différent. Tu décélères dans un coin pour réaccélérer. Tu ne peux pas prévoir ça. Tu as toujours quelqu'un qui te pousse, tu as une rondelle, la glace n'est pas pareille, tu as des patins, tu es sur 4 mm, donc c'est ça qui est intéressant. Donc, après un certain temps, on s'est aperçu que les gars, au niveau de la charge, on est capable de charger énormément. Quand tu as des gars de 6'3, 6'4, 6'5, c'est pas facile d'avoir de la charge sur un squat. Les gars, souvent, ils vont prendre le trap bar. Mais le trap bar, le problème, c'est que les mains sont basses. Ça met beaucoup de pression au niveau de l'acétabulum. Ça met beaucoup de pression au niveau des hanches à cause de la position. Puis les gars, à cause de la position, ils vont prendre beaucoup plus lourd que qu'est-ce c'est un avantage mécanique. À cause de l'avantage mécanique, très bon ce Gab, mais rapport aux hanches, ils ne sont pas habitués de ça. Fait que ça compresse beaucoup au niveau du labrum. On a eu beaucoup de gens qui ont eu des tensions anormales. Moi, j'en fais plus de trap bar à part des sauts, mais des affaires de 4-5 6 plates, je fais plus ça parce que les gars ont commencé à avoir mal aux hanches. Tu pars en concentrique, qui n'est jamais un cas sur un squat, tu commences en excentrique, donc ton cerveau, au niveau proprioceptif, tu as une activation, tu as une potentiation, parce que tu as l'excentrique, puis tu pars. Imagine là, que tu t'en vas dans le fond du squat avec 400 livres d'atterre, puis tu lèves. Qu'est-ce qui va t'arriver? Ben, tu vas rester là. Tu peux lever, mais tu vas avoir des conséquences. Donc, avec le trap bar, tu peux le faire. Donc, ce qu'on s'est aperçu, puis à cause du mouvement restreint, parce que tu ne peux pas aller trop full, tu es toujours en demi-squat. Fait qu'il y a beaucoup de tension. Guy Voyer nous avait expliqué un peu, ça crée beaucoup des blessures. Ben, pas des blessures, mais ça crée beaucoup de compaction au niveau fémoraux, au niveau du fémur puis de l'acétabulum. Coxo-fémoral. Donc, surtout si tu as un pied valgus, que tu as plus de couverture au niveau par rapport à la coxo-fémorale, parce que vu que tu es en rotation interne, ben, tu es plus en avant, tu es plus couvert. Le labrum peut manger à voler. Puis à la longue, si ton labrum saute, ben, tu peux sauter ton ligament rond. Ça veut dire remplacement de hanche, mon homme, après un certain temps. C'est ce que d'ailleurs beaucoup de joueurs de hockey, de gardiens de but, ils finissent par faire ça. Là. Déjà, ils ont beaucoup de bec d'os. À cause du patin, on n'est pas fait pour patiner. Donc, ça crée des forces de cisaillement au niveau de l'acétabulum, au niveau de la tête fémorale. Puis souvent, lorsque les gars ils ont une déchirure au labrum qui arrive de plus en plus jeune à cause que les jeunes patinent bien trop l'été, puis la glace est plus molle l'été.
Donc, un volume avant. Moi, quand j'ai commencé dans la préparation, il y a 42 ans, les gars, au mois de mai, juin, juillet, on n'était pas sur la glace. On commençait début août un peu, puis tranquillement, pour les préparer pour les camps. C'est tout. Les juniors, deuxième semaine de juillet, c'est tout. Parce qu'on voulait qu'ils aient le temps de se réparer. Maintenant, tu le sais, il y a des camps les 2 jours. Les kids sont sur la glace 12 mois par année, puis il y a eu qui ont eu des brillantes idées de prendre des tapis roulants en glace en plus. Et ça, c'était l'idée du siècle. Là. Wow, comme disent les anglophones, that's a beauty. Mais il y a eu beaucoup de blessures. Puis en plus, des glaces artificielles, le rollerblade, ça, vous êtes trop jeune pour ça, mais le roller hockey, ça a été populaire. Ça créait beaucoup de tension par rapport au niveau coxo-fémoral. Donc, pour revenir au trap bar, ça fait ça. Ce qui est intéressant avec l'appareil, surtout la Desmo, la façon que le harnais, tu vas avoir des athlètes de 7 pieds avec ça. Puis le fait que l'appareil est attaché en avant de toi, tu travailles beaucoup plus les ischio-jambiers qu'un squat normal. Ouais. Un peu comme l'analogie, les gens, quand Charles Poliquin parlait du front squat, que ça activait beaucoup plus les ischios, le gars, mais voyons donc, je sens plus mes quads. Non, parce que la barre est en avant. Ce qui doit te stabiliser, tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas partir par en avant. Donc, un back squat, beaucoup plus powerlifter, va travailler beaucoup plus le rectus femoris, la partie beaucoup plus proximale près de la hanche au niveau des quadriceps. Puis l'intermédiaire, intermedius aussi. Donc, c'est pour ça que la Desmo, ce qui est intéressant, j'ai jamais vu d'athlète trop fort en ischio, jamais. Puis au hockey, surtout au hockey, c'est important parce que c'est en lien, tu sais, par rapport à tes ischios, surtout semi-membraneux, il est en lien au niveau facial avec, en rapport avec ton adducteur magnus, ton grand adducteur. Mais aussi adducteur longus qui est à côté, qui est le plus long, mais qui est en connexion avec le psoas iliaque et le pectiné. Donc, il y a une fonction d'adduction et de flexion de la hanche. Donc, le hockey, c'est beaucoup de mouvements d'abduction, c'est beaucoup de mouvements excentriques au niveau du semi-membraneux parce que tu as une extension de la hanche puis en même temps de l'adducteur long. D'ailleurs, c'est là que les problèmes arrivent souvent. Puis au niveau du grand adducteur magnus. Donc, c'est important d'avoir une grosse force excentrique de ces adducteurs-là, mais aussi une bonne force concentrique par rapport au pectiné pour le psoas iliaque. Donc, il ne faut pas trop juste les étirer, ces muscles-là. Il faut les travailler en course interne. Donc, la Desmo te permet de travailler avec ça, mais à cause que c'est vraiment de l'excentrique à haute vitesse, tu recodes le mouvement rapidement. Lors du dernier podcast, je parlais avec Matt Boulay, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Pierre Roll à Perpignan avec le docteur Bricot, puis on parlait de ça, que le codage d'un mouvement se fait avec la contraction excentrique de l'antagoniste. Donc, si je fais une flexion du coude, ça va être l'extension, c'est l'étirement ou l'excentrique de mon extenseur qui est mon triceps, puis mon enconé, qui va travailler avec le codage au niveau de la flexion du bras et la précision. D'ailleurs, Dr. Guy Voyer, c'est une colle qui donnait souvent, qui nous donnait au début parce qu'on ne connaît pas vraiment le foot, quel groupe musculaire qui est le plus important lorsqu'on kick le ballon au soccer. Puis tout le monde parlait à quadriceps, mais c'est les ischios. Pour la précision, parce que c'est l'excentrique de l'ischio qui va créer le bon mouvement. C'est un peu comme quand Kim Goss a fait mon collègue, l'article contre le Nordic Curl. Ça va dans... Le Nordic Curl, c'est linéaire. Oui, ça travaille le muscle, on appelle ça en anglais le belly, mais ça ne travaille pas l'intelligence parce que jamais tu es à genoux pour faire un sport. C'est un peu comme un Scott Curl, puis tu es un gymnaste, où tu veux augmenter tes chin-ups ou tes mouvements à des anneaux, tu vas faire du Scott Curl. C'est complètement idiot. C'est bon pour l'hypertrophie localisée, mais tu t'en serviras pas. Là. Puis souvent, tu vois les gars qui se promènent sont comme un pitbull. Parce que tu peux pas faire une extension complète parce que tu vas te déchirer. J'ai vu combien de gars se déchirer la partie distale par rapport au biceps, surtout au niveau antébrachial, au niveau de l'attachement, parce qu'ils vont bien trop en hyper. Comme les gens avec le Nordic Curl, j'ai vu beaucoup de lésions au niveau du poplité, puis des problèmes au niveau entre la jonction. J'ai vu des Baker cysts, puis souvent une surcharge du semi-tendineux, parce que tu es en position de même. Ah, je mets mes genoux plus larges. Oui, tu vas avoir un peu le membraneux, mais dans la vraie vie, tes pieds bougent. Tu ne serres jamais tes ischios avec le pied fixé.
Les blessures aux ischios, ils arrivent que quand tu plantes ton pied en avant, quand tu kicks, c'est là qu'arrive la blessure. Puis le 3/4 des blessures, c'est entre les deux têtes du biceps fémoral, bicep femoris, près de l'ischion ou près du genou. Avec le Nordic Curl, tu ne travailles pas ça. Donc, souvent, les études qu'ils ont fait, puis Kim Goss l'a prouvé, c'est, admettons que vous n'avez jamais fait d'ischio vraiment, puis tu es des joueurs de foot dans le temps, au soccer, les gars ne s'entraînaient pas beaucoup, ben, tu fais un mois là-dessus, oui, tu vas être plus fort. C'est sûr, tu n'as jamais rien fait. Mais c'est comme le monde qui faisait du leg curl à pu finir. Moi, on n'est pas de la même grandeur. Un leg curl, le rouleau ne bouge pas. Donc, ton arc, elle reste toujours la même. Tu mets beaucoup, beaucoup de force de cisaillement au niveau poplité, puis au niveau des tendons près des ischios. Parce que dans la vraie vie, ton talon, il ne reste pas en rond de même. Là. C'est pas un arc. Le talon va toucher à ta fesse. Puis ça bouge, c'est en rotation. Donc, si tu ne permets pas à ta jambe de bouger par rapport au mouvement, ben, tu vas faire des forces de cisaillement. Les ménisques qui n'aiment pas ça, il n'y a rien. Puis tu n'auras pas un transfert, une prévention. À court terme, peut-être, parce que tu n'en as jamais fait, mais à long terme, non, parce que, la vitesse de contraction est trop lente. Donc, si tu fais du sprint, on s'entend qu'il faut que qu'est-ce que tu t'entraînes soit plus vite ou plus fort. Puis, il faut que tu te diriges. Donc, la desmo, ce qui est intéressant, c'est qu'en course, en chaîne fermée, les pieds à côté, tu vas travailler beaucoup plus au niveau des ischios. Tu as juste à changer tes pieds. Puis là, si tu veux aller en procubitus, à plat ventre, tu peux travailler, mais là, ta jambe est libre. Tu peux accrocher tes pieds après ça, fait que ça bouge. Tu n'as rien. Donc, interne, externe, en mouvement, en rotation. Donc là, tu as toutes les fibres au niveau fascia. Tu as l'interaction avec tes ischios, mais en plus de tes adducteurs. Puis tes abducteurs, la bande, là, on jase. Là, tu es plus... Puis on en fait debout, comme on a pu voir, le cheval, ces choses-là, avec la poulie, la V, la V-Sport de Desmotech. Donc, il y a beaucoup de permutations. De variations avec une beaucoup. D'ailleurs, Justin Gatlin, ça fait quelques années, avec Dennis Mitchell, son coach fait partie de notre académie, puis il a vu beaucoup de différences. Très peu de blessures. Justin Gatlin, c'est le sprinter. C'est le sprinter. Il était champion du monde souvent. Puis, écoute, lui, il dit s'il avait eu ça plus jeune, il aurait évité beaucoup de problèmes. Ses départs étaient mieux. Sa mécanique est mieux. Moi-même, je vais avoir 63 ans cet été. Puis, je ne suis pas au niveau d'Yann pour patiner, mais je me débrouille. Dimanche passé, j'étais sur la glace avec des kids. Il y avait une coupe de Bantam 2A, Bantam 3A. Puis, à mon âge, je suivais, là. Puis avec ma tuque, mes lunettes, ils ne voient pas, j'enlève ça. C'est un bonhomme, ça. C'est un bonhomme dans... Mais là, je lui fais un petit shot d'abdos, ils sont corrects. Mais ça fait rien. C'est sharp d'être capable de... Écoute, à l'âge du grand-père de mes joueurs, je suis capable de maintenir une cadence qui est décente. Puis c'est mon mouvement, c'est vraiment mes mouvements sur la glace qui est intéressant. La fluidité. Ma fluidité, ma réaccélération, ma posture. D'ailleurs, avec Desmotech, on l'a fait. Si vous allez sur le site, vous allez voir, j'étais avec une des filles, je crois que son nom c'est Conchetta, elle a une grosse scoliose. Puis juste avec la portable, j'ai modifié, puis je voulais que ça soit objectif. On a le e-board, qui est une plateforme de force, mais on peut s'en servir comme entraînement aussi. Puis j'ai dit, on va faire des mesures avant et après, sur une jambe, yeux ouverts, yeux fermés. On a fait un Romberg. Puis là, puis même, on a pris un genre de vidéo, elle avait une bonne scoliose, elle était environ à 30 degrés, elle, là. Donc, j'ai fait faire des mouvements, pas longs, là, juste avec la poulie, juste avec la V. Puis en plus, en connexion avec la e-board, parce qu'on peut travailler interactif, puis pour qu'elle suive avec les yeux, qu'il y ait un mouvement au niveau, un petit peu, puis une vestibulo-colique, puis un vestibulo-oculaire. J'ai fait travailler. Fait que pendant qu'elle tirait, je faisais bouger avec les yeux, puis par rapport à son cou au niveau. Mais tout de suite après, j'ai repris une mesure, puis on a vu sur la plateforme, puis elle n'en revenait pas. Son omoplate qui était de façon concave, écoute, c'était même moi, comme pour rephraser Bernard Bricot, j'avais encore la mâchoire sur le parquet. Puis pourtant, je n'avais pas travaillé le pied, puis je n'avais pas travaillé l'œil direct. Tu n'avais même pas fait de posturologie classique. C'est ça, mais ça joue là-dedans. Mettons, si on veut un petit peu dire ce qui s'est passé là, dans ce processus-là, c'est quoi quand on a travaillé en mouvement répétitif, le cervelet? Bien, le cervelet va adapter, mais en même temps, c'est exactement, parce que tu as toute une interaction, là. Tu sais, quand tu fais un mouvement, ben, ton lobe frontal va décider du mouvement, mais pour rephraser Matt Boulay, mais le cervelet va le permettre. Donc, c'est jamais une partie.
Si tu regardes à terre, mais tu vas travailler plus le mésencéphale. Si tu regardes un peu plus haut, tu vas travailler les ponts, chaîne d'extension, chaîne de flexion. Quand tu travailles au niveau système pont médulaire, mais c'est la médula oblongata là, elle va gérer en même temps, ou il va gérer, je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Là. On va mettre ça yé aujourd'hui. On ne parlera pas, on va dire yé. Le médula, la médula ou les médulas, c'est que ça va gager un peu la flexion, l'extension en même temps. Ça va dépendant avec la respiration. Puis sûrement, vu qu'il y a eu un méga stimuli neuro, mais elle-même, il y a eu une meilleure communication de son cerveau. Exactement. Ben, tu sais, la posture, c'est quoi? Les déséquilibres posturaux, c'est un manque d'information au niveau du cerveau. Les douleurs, c'est un manque d'information au niveau du cerveau. Quand tu changes la stratégie, donc, tu augmentes, tu as 6 muscles alentour des yeux, tu les mets plus fonctionnels, tu t'actives surtout au niveau des paciniens, les récepteurs, même au niveau refiné un peu. Meissner au niveau de l'étirement. C'est que tu stimules ça, wow, là, ton cerveau, il y a plus d'informations. Donc, tu as beaucoup moins de douleur, tu as moins t'as moins de système qui va perturber ton système. Par contre, l'entraînement, il faut que tu perturbes ton système pour donner plus d'informations. Mais quand tu ne t'entraînes plus, tu dois avoir le moins de perturbations possible. C'est pour ça que lorsqu'on les met sur une plateforme de stabilométrie, bien, le spaghetti, parce qu'on oscille toujours, doit être un peu en arrière de la ligne de gravité, puis le plus centré possible pour que quand tu es debout, bien, si tu passes la journée de même ou assis, bien, demande-toi pas quand tu vas arriver au gym que tu vas avoir des problèmes. D'ailleurs, au hockey, souvent mes joueurs de hockey, je leur demande, si tu es sur la deuxième ligne, puis la première ligne est là, prépare-toi. Tu es assis, mais je veux que tu mettes des pressions sur tes pieds. Puis je veux que tu bouges tes yeux. Regarde pas à terre, puis j'ose pas avec ton partner. Prépare-toi avec ta respiration. Monte ton risque respiratoire. Parce que quand l'autre ligne embarque sur le banc, à moins qu'il y ait un sifflet, tu n'as pas le temps là, de... Ta minute, je vais m'étirer. Là. Tu pars souvent dans l'action. Donc, imagine que tu fais de l'haltérophilie, tu t'assois 5 minutes entre les 7, tu fais rien, tu jases avec ton chum, puis là, il faut que tu ailles à une force maximale, tu vas te blesser. Donc, c'est ça au hockey, là, qu'on travaille beaucoup avec les joueurs de la vision, la respiration, puis appuie avec tes pieds. Reste dans le game. Oui, tu es assis, mais tu n'es pas assis. Tu es quasiment debout. Dans un monde idéal, il faudrait qu'il y ait 5 bicycles, les vieux monarques, sur le banc, puis que tu pédales, puis que s'il y avait un changement au sifflet, bien, si l'arbitre siffle, on change de ligne. Mais sur le fly, tu ne peux pas, tu vas flyer avec le bicycle sur le chose. Mais dans un monde idéal, les gars seraient en mouvement avant d'embarquer sur la glace. Tu sais, tu regardes UFC, les gars, avant que quand ils sont shakés à la main, là, ils ont déjà un drone quasiment en arrière de la cravate, en arrière. Ils sont préparés, un boxeur, c'est pareil. Ils n'arrivent pas froid, là, parce qu'ils vont se faire mal, puis ils ne sont pas précis, ils ne sont pas efficaces. Donc, souvent, les équipes qui ont des desmos, ben les gens, comme on a pu voir sur la glace, puis même, tu peux même garder tes patins si tu mets les petits coussinets qui ont les caoutchoucs, qui ont les morceaux de caoutchouc qu'on a pour les patinoires, pour maganer. Ça, c'est intéressant parce que ça te met dans le game. Beaucoup, très, très rapidement. Dans un monde idéal, ben, les gars, ils auraient tout une petite poulie, une petite portable en arrêt du banc, puis les gars se réchauffaient en attendant d'embarquer sur la glace. Puis moi, je te garantis qu'il y aura moins de blessures. Puis les gars seraient plus prêts dans les games. Il y a beaucoup de mes athlètes entre les périodes au hockey qui vont se déshabiller puis ils vont s'entraîner, c'est à Desmo. Ceux qui ont dans leur équipe. Ça serait le best. C'est drôle que tu as dit ça parce que j'ai évalué une joueuse de volleyball lundi soir, hier soir. Non, ouais. Puis, elle, on a fait le test sur le e-board, son counter-movement jump. Ouais. En arrivant, tu as juste un petit peu de vélo, une petite activation. Puis on l'a fait après la Desmo. Puis elle avait 4 cm de plus. Ouais. Puis aussi, de la précision va être mieux. C'est surtout ça. Moi, c'est des fois, le monde dit « Ah, je saute pas bien plus haut. » Mais regarde ta précision, comment elle est. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste la hauteur, c'est la précision. Moi, c'est le pentabon que je regarde beaucoup, les 5 sauts, parce qu'un bon athlète va se servir de son énergie élastique. Le dernier saut va être beaucoup plus long que le premier. Mais quelqu'un qui est flat-foot, tu verrais même, ils vont peut-être même tomber. Comme un triple saut à une jambe, ben ça aussi, ça te donne beaucoup de validation. Mais lorsque tu t'entraînes beaucoup avec
soit la D ou la V, on voit une différence. C'est que tu es capable d'avoir une meilleure absorption. Ta posture est mieux parce qu'à cause de l'effet de perturbation. Tu sais, tu peux pas prendre tes messages textes là, quand tu es sur la D. Là. Non. Tu penses pas Sur la V, tu es concentré. Tu n'as pas de musique. Moi, dans mon gym, tu as vu, il n'y a pas de musique. On travaille avec un métronome souvent. C'est pas ta femme qui dit de faire la vaisselle. Là. Non, parce que c'est plus comme lorsque tu c'est un peu comme tu es sur la glace ou non, sur le terrain de foot. Ou tu n'as pas le choix. Donc, ça t'entraîne. Moi, c'est pour ça que j'étais un peu toujours contre la musique dans les gyms. Parce que même quand tu joues au hockey, du moment que la rondelle tombe, tu n'en as pas de musique. Tu dois faire ton rythme avec ton métronome, avec ta respiration. Tu dois écouter t'écoutes, tu regardes tes partenaires, ça crie, tu dois être concentré, tu dois faire abstraction des 20 000 personnes soit qui t'applaudissent ou qui te crient chou. Donc, c'est important. Mais si tu t'entraînes toujours avec un stimuli, j'ai besoin de ça pour me motiver, mais je ne fais pas de sport. Va faire de la danse aérobie, fais du cheerleading, non, mais c'est vrai. Parce que les sports de haut niveau, ben, t'as rien. T'as aucun. Faut pas que tu t'aides. Le gym, excuse l'expérience, il faut que tu te fasses chier dans le gym. T'as pas le choix. Il faut que ça soit. Ben, c'est pas mal que ça soit le plus perturbant possible. Pour que quand tu fais ton sport, ben, les éléments de perturbation n'ont pas d'effet sur toi. C'est tout. Moi, les meilleurs commentaires, je ne travaille pas juste avec des athlètes. J'ai des gens qui ont 85, 86 ans. Puis ils m'ont dit, hey, j'ai pris une patch de glace hier. Grâce aux entraînements, j'ai ma petite Desmo. Il y a beaucoup de mes clients âgés qui ont acheté un portable. Ils adorent ça. D'ailleurs, Desmotech, ils ont certains de leurs collègues qui ont fait des recherches par rapport au Parkinson, par rapport à des gens qui ont déjà fait des AVC. Puis on a certains collègues en Roumanie. Thomas Vasilescu, c'est un des meilleurs physiothérapeutes en Europe. Il travaille beaucoup avec des gens qui ont eu des gros accidents d'automobile, des traumas crâniens. Puis ils ont beaucoup, beaucoup de résultats. Quand je suis allé en Chine en 2019, j'ai passé mes 3 semaines dans les hôpitaux. Je travaillais avec avec les pilotes de chasse, l'armée, je travaillais avec des athlètes, mais c'était tous des instituts par rapport. Je travaillais seulement avec l'équipe médicale. Puis ils sont bien en avance, ils font faire du Qigong, ils font faire beaucoup de mouvements de Tai Chi. Même les gens en oncologie bougent beaucoup. Ils ne sont pas couchés tous sur le dos avec les jaquettes. Là. Ils les habillent et ils font bouger constamment. Puis ils ont un bien meilleur résultat que nous. Ils ne sont pas juste... Oui, ils utilisent des médicaments, mais ils utilisent la nutrition, ils utilisent... C'est pour ça qu'ils ont tous installé les systèmes Desmotech dans le système d'entraînement. Parce qu'ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose là-dedans qui les aidait beaucoup. Je suis curieux, mais toi, tu as parlé de Parkinson, mais même l'Alzheimer, on réalise que pour l'Alzheimer, si, mettons, quelqu'un va faire du tricot, vu que c'est un mouvement répétitif quand même à haute vitesse, c'est encore plus efficace que faire des sudoku. Mais j'imagine que faire une Desmo, vu qu'on sait que c'est à haute vitesse, on vient stimuler encore plus parce que c'est un peu plus physique. Il y a aussi, on appelle ça en anglais, je n'ai pas le terme en français, BDNF, Brain Derived Neurotropic Factors, des facteurs neurotropiques dérivés du cerveau. Je pense que c'est le mot qu'ils appellent ça. Mais ce qui arrive, c'est que ça t'augmente ta capacité de contraction musculaire. Mais ça a rapport aussi à la gaine de myéline. Tu sais, quand tu t'entraînes ou tu apprends la musique, ben, ta gaine de myéline, c'est comme un isolant sur l'axone. Puis tu rajoutes, c'est du gras, il y a un peu de protéines, c'est du gras. Fait que plus tu pratiques, plus ta gaine est solide. Mais ce qui sont aperçus sur l'axone, tu as les nœuds de Ranvier. Les nœuds de Ranvier, ils appellent ça Ranvier Notch. Plus ils sont profonds et rapprochés, ben plus, on appelle ça un rapid fire. Ouais. Plus tu es capable d'aller rapidement. Donc, les gens, un marathonien, il va avoir des nœuds de Ranvier très espacés, mais très peu creux. C'est beaucoup plus facile de diminuer la vitesse d'un athlète que d'augmenter la vitesse d'un athlète. D'ailleurs, moi, je dis aux gens, puis ça, c'est Charles Poliquin qui m'avait montré ça, imagine que ça, c'est fast twitch, medium twitch, type 2B, type A, puis les contractions lentes. Donc, regarde comment que c'est... excuse, ça, c'est le fast twitch, type 2A, puis ça, c'est les contractions... c'est les contractions longues. Regarde, c'est facile d'aller là. Essaye d'aller là avec tes doigts. Essaye d'emmener les lentes vers le speed. C'est très difficile. Fait que c'est une manière de le comprendre. Ça se fait, mais c'est pour ça que les jeunes, il faut qu'ils soient stimulés avec la vitesse. Les monkey bars, faire de la gymnastique, faire des arts martiaux.
l'équipe, moi, je demeure à la salle à côté à Verdun. Mon fils est allé à l'école de cirque à Verdun. Ça l'aide beaucoup. Apprendre à jongler. Les bongos, drummer, ça l'aide beaucoup, beaucoup. Apprendre un instrument de musique, la guitare, le piano. Ça travaille au niveau de la myéline. Mais ça travaille aussi les nœuds de ranvier, la danse, le ballet. C'est vraiment c'est toutes des choses, mais surtout dans le gym, lui faire des mouvements comme si tu avais des enfants, ben, emmenez-les dehors, il faut qu'ils grimpent, il faut qu'ils courent, il faut qu'ils se battent un peu. C'est normal, la lutte un peu, ça l'aide beaucoup. Moi, j'ai un background de lutteur, j'ai joué au hockey, mais pas à ton niveau, mais j'étais plus des sports de combat. Mais j'ai gardé quand même ma capacité d'entraînement, même que je suis de l'âge des grands-pères de certains de mes athlètes. Mais ça, c'est des années de capacité, puis aussi de myéline. Je suis capable de jouer au golf, j'étais un 6 d'handicap, je joue au tennis intercollégial pour le cégep en Lorando. J'ai jamais été le meilleur, mais je vois dans tout dans l'élite. Ah, t'as eu beaucoup de stimuli. Exactement. Puis des backgrounds de judo, des backgrounds de lutte, des backgrounds de sport qui vont transférer quasiment tout. Combien de fois tu as vu des joueurs de hockey qui apprennent à jouer au tennis? Wow! Les pros, ils capotent. En ski, ils apprennent ça beaucoup plus rapidement. Pour leur cerveau, être debout sur 2 patins, c'est beaucoup plus difficile que sur des skis. L'élément de perturbation est moindre. Au golf, il n'y a personne qui te frappe. Tu as tout le temps du monde de frapper à la balle, elle ne bouge même pas. Puis les gars, ils ont un équilibre. Un coup qu'ils ont pogné en technique, ils frappent très, très loin, beaucoup plus même que des pros. C'est sûr que le jeu technique alentour du verre, c'est des années. Mais souvent, mes pros de la Ligue nationale qui jouent, qui sont 3-4 d'handicap, ils n'ont pas une grosse différence entre les pros. On appelle ça tee to green. C'est rendu alentour du verre que là, c'est là la you grosse drive game. for the show and you putt for the dough, qu'ils disent en anglais. Mais c'est là que vraiment, puis des mouvements difficiles dans le rough. Mais je parle pour la grosse game. Tu regardes un pro de golf, pas sur la PGA, mais je parle de club, versus un bon joueur de hockey qui est quand même en bas de 10 d'handicap. Il n'y a pas une énorme différence par rapport. Donc, mais tous ces sports-là, jeunes, vont t'emmener. Moi, c'est ce que j'ai trouvé avec la Desmo. Ça me ramenait le jeu. C'est ça que mes joueurs, je n'ai pas besoin de les motiver. Puis vous l'avez vu, vous autres aussi. Ils ont du fun avec ça. Ils ont dit, c'est comme un jeu vidéo. Puis le docteur Mathieu Boilly, mon collègue, c'est un des meilleurs radiologues au pays, je crois. Puis lui, il appelle ça « the happy movement ». C'est vraiment, tu te sens mieux. Donc, notre prochaine recherche, on était censé, avant le COVID, d'avoir accès à IRM. Son épouse, Allison, elle a un doctorat en neurosciences. Puis elle a travaillé, je crois qu'elle a fait par rapport au Parkinson, elle a travaillé à l'Institut de neurologie. On voulait voir les zones du cerveau que ça stimulait. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe là. Le monde sont plus de bonne humeur, sont plus dedans. C'est sûr qu'il y a un effet au niveau de la dopamine, parce qu'on le voit. Comme juste avant d'arriver ici, j'étais pressé un peu. J'ai dit, j'étais allé en bas, j'ai fait une coupe de chin-up, j'ai pris ma V, fait une coupe de mouvement de rotation externe un peu. Puis déjà dans l'auto, j'étais bien plus allumé. C'était vraiment, vraiment hot. Là. T'es allumé jusqu'à temps que le GPS t'en va pas. Ouais, c'est correct. Mais c'est pour ça que j'étais trop allumé, je dois manger mon GPS. Mais c'est correct. Donc, c'était intéressant là-dessus. On commence, puis on a fait une recherche en 2019 par rapport à... On a pris un box squat, parce qu'on voulait avoir à peu près le même mouvement que la Desmo. Donc, on a fait un belt squat. On a mis 2 steps Reebok avec une poulie, avec un harnais, le même harnais que Desmo. Fait qu'on a pris un groupe. On avait 3 EMG. On avait des échographies de haute résonance. Donc, Dr. Boilly, il mesurait au niveau quadriceps, au niveau tendon patellaire, puis tendon d'Achille. Donc, on mesurait ça avant et après. Donc, le lundi, on était peut-être une quinzaine. Donc, la moitié du groupe faisait 4 séries de 10 avec juste une médium puis une large sur la D-Sport. L'autre groupe faisait, on a mis à peu près la même charge qu'on a validé, c'était pas à 100%, là, mais avec une poulie, avec le harnais, pour que ça soit le même, la tirée soit en avant, puis ça soit qu'il n'y a pas de barre sur les épaules. Puis on mesurait. C'est vraiment intéressant. Après une série sur la Desmo, le tendon patellaire puis le tendon d'Achille, il commence à être dans le jaune, donc il est allumé. Il y a un signal qui se fait. Ça prend 4 séries pour avoir un peu de jaune avec un belt squat. Mais rendu à 4e série avec la Desmo, tout est rouge quasiment. Là. Puis plus tu es efficace, plus ça rougit. Donc, tu enlèves la charge au niveau musculaire. C'est plus facial. Parce qu'un tendon et un ligament, c'est du fascia.
Donc, c'est plus réactif. Puis en plus, tu as beaucoup plus d'intelligence faciale que d'intelligence musculaire. Nos collègues à Erasmus, j'ai eu la chance de donner une formation là-bas il y a quelques années avec mon collègue Alexander Koudos, qui est un des meilleurs physiothérapeutes dans le domaine. Puis il fait partie de l'Académie d'Asmotech aussi. Donc, il m'avait invité à donner une formation plus posturale. C'est peut-être l'une des meilleures écoles dans le monde de physiothérapeutes. Donc, j'avais de la pression. Là. C'était son pointu. Puis il travaille beaucoup au niveau de l'intercommunication faciale. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est de l'eau. Hein? Tu sais, plus tu vas bien traiter ton fascia, ben, plus il va bien réagir, plus il est bien hydraté aussi. Puis la qualité de l'eau, puis la façon que tu te comportes. Tu sais, quand on dit qu'une personne, en anglais, la personne est stiff, mais elle n'est pas juste stiff personnellement. Si tu touches à ses fascias, elle est stiff. Quelqu'un qui est très, très fast-twitch, quelqu'un qui est très explosif, généralement, là, au repos, là, c'est comme c'est quasiment du foam. C'est très, très relax. D'ailleurs, les meilleurs sprinteurs, tu regardes des vidéos de Usain Bolt avant de courir, il déconne quasiment avec le staff, il shake la main. Du moment qu'il met ses mains au sol, tu vois même ses yeux, les pupilles commencent à se dilater. C'est vraiment intéressant. Avant, là, tu vois quasiment comme un chat. Le noir est très petit, il n'est même pas excité. Puis les autres sont tous crinqués. Là, lui, il donne son chandail, il shake la main. Du moment qu'il met ses mains au sol, si tu avais un scanner, là, tu vois qu'il là, il est prêt. Donc, comme les haltérophiles, c'est pareil. Il est comme un chat. Il Un chat, c'est comme ça. Puis, Mais un chat, c'est le même. Un chat, ça dort toute la journée. Du moment qu'il voit l'oiseau, il l'a pogné. Donc, il est tellement relax qu'il est capable d'exploser. Si toute la journée, tu es comme un Jack Russell, puis tu es nerveux, puis ton cerveau, t'es tendu, donc tu n'as plus d'énergie. Donc, la Desmo t'enseigne ça. On le voit, c'est un excellent élément de test, ces appareils-là. Moi-même, avec la portable, je la tiens dans ma main, puis je la fais faire à mes athlètes. Ceux qui sont vraiment, là, on appelle ça des athlètes nord-sud. On nommera pas de nom dans la Ligue nationale. On a quelques-uns, tu te tasses et ils rentrent dans la bande. Ça, c'est des gens très explosifs, mais qui ne savent pas décélérer. Ils sont souvent blessés aussi. Ils n'ont pas une carrière très longue, puis ils n'ont pas vraiment un bon changement de mouvement. Tu sais, le hockey, il faut que tu accélères, tu décélères. Ta capacité d'accélérer, c'est ta capacité de décélérer de façon harmonieuse, puis posturale, parce que tu n'as pas la tête entre les deux jambes. C'est ça qui est intéressant. Comme la plupart des sports, mais le hockey, c'est pire parce que l'élément, c'est pas comme le rugby, tu as le ballon dans les mains. Tu n'as pas besoin de regarder bien loin, mais au hockey, c'est loin. Tu as un bâton, puis tu as 5 autres bâtons qui veulent te l'enlever. À part, tu as 4 autres qui veulent l'avoir. Donc, puis tu as 4 arbitres qui sont souvent dans les jambes. Donc, puis tu as un espace restreint à 200 pieds, c'est pas gros. Là. Donc, il faut absolument que ton système postural soit bien calibré, que tu aies une belle vision ambiante, puis que ta posture est bien. Ce qu'on s'est aperçu aussi avec la D, surtout, c'est que lorsque tu es en patin, la plupart des gens qu'on a pu voir en tant que posturologue, bien, c'est pire là, depuis la position assise. La plupart des gens sont en plan scapulaire antérieur. Donc, si tu prends un fil à plomb, moi, quand j'ai commencé la première fois en 95, en posturo 94, les données étaient environ à 72 dans nos premiers livres avec Bricot. Là, moi, je peux te dire que c'est 95 à peu près. C'est encore plus. C'est 95 puis quasiment 99, je pourrais te dire. J'ai rarement vu des gens avec un plan ou en arrière, même en arrière, qui n'est pas mieux. Là. Ben, des fois, il y a les deux, il y a des contradictions. Tu as un plan scapulaire antérieur, mais tu as une postériorité, exemple. Oui, c'est ça. Mais au niveau, là, la tête, puis même au niveau au niveau par rapport au plan fessier avec scapulaire, sont en avant, puis il y a 3 types, là, tu peux en avoir plus penché, mais dans le type de pied disharmonique, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quasiment à 95% des gens, quand je fais un test au niveau en unipodal, ben, ils ont un pied disharmonique. Donc, mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit avec la Desmo? Il y a un effet de correction. Surtout si c'est effectué en patin. Parce que quand quelqu'un a un plan scapulaire antérieur, lorsqu'il va patiner, son centre de masse va être dévié vers l'avant tout le temps. Donc, il n'appuiera pas la lame au complet. Il n'y aura pas le mouvement de talon-orteil. On s'entend qu'une lame de patin, c'est pas tellement long, puis c'est courbé. C'est pas un patin de vitesse, là. C'est pas plat, là. Donc, tu es courbé. Donc, plus tu vas aller de talon à orteil, plus tu vas avoir un effet de fouet avec tes orteils. Plus ton long fléchisseur, puis ton long fléchisseur du gros orteil est fort, puis flexible, qui est fort en flexion, puis aussi en extension. Donc, tu vas être capable de bouger beaucoup ton pied.
Tu vas avoir un pied qui est mobile. Tu n'auras pas un pied fixé. Combien de fois tu vois des gens, tu lèves la grosse orteil, ça ne lève pas. Ils ont le pied fixé. Donc, quand ils patinent ses chevilles. Ils ne patinent pas sur le pied. Ils n'ont pas leur pied pour les aider. D'ailleurs, on utilise un power foot. C'est un petit foam qu'on met dans le haut du patin pour que les orteils appuient. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça te donne un effet de c'est Rob Bourque, là, il a vendu sa compagnie. C'est lui qui a inventé ça. Je l'avais aidé à populariser ça. D'ailleurs, Max Pacioretty, quand il était avec nous, c'est lui, si tu vas sur YouTube, tu vas le voir, c'est lui qui, il était le porte-parole du Power Foot. C'est vraiment intéressant. C'est une petite chose d'environ 20 $. Tu mets ça dans le top du patin, puis ça appuie sur tes orteils. Donc, ça te donne un feedback de quand tu patines, d'avoir un mouvement de pousser. Parce que si vous êtes préparateur physique des joueurs de hockey, regardez, enlever la semelle du patin, tu ne veux pas voir les orteils agrippés dedans. Alors, si tu vois pas ça veut dire qu'il faut que tu aies les orteils longs pour bien patiner. Si tu es de même, ton aponévrose plantaire est en tension, tendon d'Achille est en tension, ischio-jambier est en tension, ton naine est en tension. Tu cours sur la glace. Tu as un short stride qu'on appelle. Les meilleurs patineurs, moi j'ai la chance de travailler avec certains des meilleurs patineurs artistiques au monde, avec Gabriela Papadakis et Guillaume Ciceron qui ont gagné aux Olympiques à Beijing, qui sont médaillés d'or. Ils ont fini deuxième à Pyeongchang, 5 ou 6 fois champions du monde. Puis ils viennent de la meilleure école au monde en danse sur glace ici, avec Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, qui était... J'étais le préparateur physique pendant des années. Puis ils ont bâti une école. Là. C'est mondial. Là. Dans les top 20, je pense que 12 couples sont avec eux. Mais eux autres, si tu veux voir comment que le mouvement du patin se fait, c'est vraiment avec surtout en danse sur glace. Le gars, il tient la fille tout le temps. Il faut toujours tu joues en contact. Imagine un programme long qui est de 4 minutes. Il faut que tu gardes ta partenaire en contact. Puis tu es jugeant en plus. Là. Donc, ton mouvement, ta posture doit être évaluée. Au hockey, ils ne l'ont pas. Donc, ces gens-là, ils ont appris rapidement la valeur de la posturologie sur glace. Mais les meilleurs joueurs de hockey aussi, c'est intéressant de voir ceux qui ont les plus longues carrières, moins de blessures. Ils ont tendance à avoir beaucoup plus... leur centre de masse est beaucoup plus vers l'arrière que vers l'avant que les autres. Fait que ça, c'est intéressant. Donc, la Desmo t'aide avec ça, en plus de nos autres protocoles avec les exercices de yeux, stimulation du pied, les L2A qui sont très valides, différents mouvements au niveau des réflexes primaires, puis c'est tout un ensemble. Mais généralement, lorsque tu touches un peu à l'œil, tu touches le pied, tu travailles des mouvements de perturbation, une coupe d'L2A, à l'intérieur d'un mois, tu vois beaucoup, beaucoup de différence. Puis, le plus qu'on a vu, c'est sur Gym on Ice, lorsqu'on a emmené les appareils sur la glace, immédiatement, les joueurs, ils voient une différence. Parce que là, c'est le même outil. Là. Ils n'ont pas à attendre. Là. Donc, ça gère leur centre de masse avec des patins. Puis on le voit, ceux qui sont débutants, sont tout croches. Là. Ils ont de la misère, ils tombent quasiment en bas de la plateforme. Ou ben non, lorsqu'on va faire des mouvements crossover avec la V, c'est très saccadé, c'est très... Mais un coup qu'ils l'ont, quand tu les envoies sans rien, wow! Ils voient qu'il n'y a plus de perturbation. Déjà, au niveau, ça serait intéressant de voir au niveau myéline, au niveau nœud de ranvier, comment il y aurait une adaptation au niveau du temps. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ça, on le voit, puis c'est positif. D'ailleurs, quasiment tous mes joueurs de hockey, ils ont 1 ou 2 ou 3. Il y en a qui ont 4 appareils comme ça. Le chalet, dans la maison, ils en ont partout parce que, ils ont beaucoup moins de douleur, surtout en saison, parce que l'activation des tendons qu'on a fait avec le Doug Boily. Puis, en plus, avec ça, on a fait les sauts verticaux, puis les sauts en contrebas. Puis, immédiatement, ça augmentait beaucoup, beaucoup avec la Desmo versus le belt squat. Donc, il y avait un effet pas seulement postural, il y avait un effet du centre de masse, mais il y avait un effet aussi de la performance. On a parlé ce matin de longévité. Ben, tu sais, la longévité, elle peut être partout. Là. On peut être la longévité dans notre vie quotidienne. On veut vivre jeune longtemps, on veut performer pendant longtemps, on veut pouvoir faire du sport longtemps. Mais mettons que tu es un athlète, puis c'est pour ça que je suis content que tu sois là. Puis que, je suis vieux, quoi. C'est pas ça, merci. Je suis content, on a un senior avec nous. Non, je suis content que tu sois là pour parler de la Desmo. Parce que pour moi, c'est aussi un outil de longévité. À cause de ce que tu as dit un peu aujourd'hui, moins de tension dans certaines articulations, efficacité dans ta qualité de mouvement, au niveau même postural, qu'on joue un impact direct dans le sport. Fait que,
Je voulais savoir qu'est-ce que tu en pensais de ton côté longévité sur cette Ben, c'est sûr que, tu sais, le but, le système russe est vraiment intéressant. Pavel Tsatsouline, c'est un des premiers qui avait mis ça. J'ai travaillé beaucoup avec l'Institut des sports, puis au niveau, un genre de, pas la police secrète, là, mais quasiment les SWAT teams russes. Puis au début, les gens étaient un peu sceptiques parce que la tradition de l'armée russe, c'était d'entraîner les athlètes à tous les jours, mais seulement lorsqu'il y avait une compétition que l'intensité augmentait. C'était vraiment intéressant. C'est un peu comme nous en lutte olympique, on n'avait pas le choix de faire ça. Parce que ton volume, quand tu te bats 3 rondes de 5 minutes, c'est assez long. Puis on est au coach russe. Puis moi, j'ai toujours suivi ça. Je me suis toujours entraîné presque 7 jours semaine. Pas tellement longtemps, 30-35 minutes. Puis la Desmo m'aide à faire ça. Puis c'est très rare que je vais être raqué. Puis c'est intéressant puis je suis capable de garder ma force, ma vitesse. Comme on parlait l'autre fois, écoute, je pèse 155 livres, tu trempes. J'ai déjà pesé plus jeune à 185 livres. Puis j'ai pris 100 livres, puis j'ai fait 6 reps. Oh boy, ça va bien. Encore, le bonhomme, il est capable de puis même avec un déchiré au biceps que j'ai eu. Mais c'est intéressant de voir que lorsque tu retestes de temps en temps avec la tradition, que tu es encore bien plus fort. Même au niveau de chin-up, tu as vu dans mon gym, moi, j'ai des choses pour l'alpinisme, l'escalade, puis c'est avec les doigts. Puis je peux te jaser en même temps, je peux faire ça. Puis c'est intéressant que la longévité fonctionnelle, c'est vraiment intéressant par rapport à être mobile, d'être capable de bouger. Puis ils ne changeront pas tes couches à 70 ans. Parce que la vraie longévité, si tu regardes dans les datas, c'est pas tellement long. Hein. Les gens disent « Ah, c'est 80 », c'est pas vrai. Dans certains datas, j'ai des amis qui sont c'est des actuaires, des assurances, puis pour des compagnies d'assurance de vie. Donc, la plupart des hommes, aujourd'hui, c'est 68 ans. Ça veut dire que c'est sans médicaments, là, que ce soit aux Ozempic, whatever que tu prends, tu n'as pas de médicaments pour la pression, tu n'as pas de statin, tu n'as pas de médicaments pour le diabète, tu meurs à 68, 69. Ça veut dire que si tu as commencé à prendre des médicaments à 60, tes derniers 15-20 ans vont être de la merde. Ça va être rough parce que tu ne seras plus fonctionnel. Tu es pharmacodépendant, qui est bon là, pour certaines compagnies. Donc, chez les femmes, c'est un peu plus long, c'est environ 70 ans. Donc, ce n'est pas le 80 qu'on pense. C'est une fausseté. Puis dans le temps des Romains, il y avait du monde qui vivait jusqu'à 100 ans. Là. La moyenne se faisait tuer avant par d'autres choses, par la maladie, mais on n'a pas augmenté notre longévité. Tu sais, si tu analyses, là, vraiment, toutes les études ont démontré la peau, les cheveux, les organes, c'est 120, 125 ans de garantie pour la compagnie, ça, là. C'est ça, là. Ça, si t'en prends, puis si t'en prends bien soin, tu peux monter à 130, 140, là. Qui est-ce qui se rend là? Personne. Imagine, tu as un auto qui est garanti à 100 000 kilos, puis à 50, à pète. Tu es obligé de l'emmener au garage les 2 semaines. Tu vas dire, Chris, c'est un citron. Ben, les gens ne prennent pas soin d'eux, ils ne mangent pas bien, ils ne sont pas actifs. Le corps humain, il est fait. Tu sais, j'ai vu une étude sur les vidangeurs. Ils ont très peu de maladies, ces gens-là, puis ils ont très peu de diabète. Pourtant, je ne pense pas qu'ils mangent chez Eto tous les jours, là, mais ils courent après un camion toute la journée. C'est ça qu'il y a. Cours après un truck, là, tu vois que tu vas... Les bactéries sont exposées. Ben, tout le temps, les virus, les bactéries. Ouais. Donc, il y a une résilience beaucoup plus élevée que nous. Tu sais, nous autres, dans les gyms, là, avant le COVID, tu es toujours debout dans les gyms. Tu t'assois pas. Des fois, tu es 12 heures debout. Mais moi, j'ai Whoop, il me le dit combien de pas que j'ai fait. C'est très rare, je suis en bas de 4000 calories par jour de dépenses. Mais 3500, c'est une livre, là. Fait que ça veut dire que si je mange pas 4000 pour maintenir mon poids, je vais baisser, là. Donc, le monde dit « Oh, Paul, tu manges quand même beaucoup. » Bien, c'est que je bouge beaucoup. Tu sais, Charles Poliquet a toujours dit « Carb when you deserve ». C'est parce que les gens ont oublié qu'au niveau de la nutrition, là, les hydrates de carbone, c'est seulement de l'énergie. C'est du gaz. Mais ton gaz que tu mets dans ton auto, ça a-tu un impact au niveau de tes fusibles? Non. Ça a-tu un impact au niveau de ton moteur? Non. Qu'est-ce qui a l'impact sur ton moteur? L'huile. Sur ton radiateur, le Preston. Donc, la protéine et le gras ont un impact sur notre système nerveux, sur notre système musculaire, sur tout ce qui a le reste. Les hydrates, ça ne veut pas dire de ne pas en manger, mais quand tu as une... C'est de l'extra. Si tu n'es pas actif, ben limite-les à des carbs complexes, puis très, très peu de quantité. Vas-y plus vers le vert, beaucoup de minéraux, parce que les légumes, des fruits comme locaux, comme au Québec, même si c'est du fructose, il y a à cause de la fibre, un bleuet, une framboise,
il y a très peu, où moi je mange des Camry ou de l'argousier qui est encore. Il y a très peu d'impact. Moi, je le fais. J'aime ça. J'ai un glucomètre souvent. J'aime ça faire des tests. Puis même une banane qui n'est pas tout à fait mûre, elle n'a aucun effet. Puis si tu la mélanges avec un avocat, elle a zéro. C'est drôle. Puis tu mets un peu de protéines dedans. C'est justement. Puis ça dépend aussi comment tu es résistant à l'insuline. Parce que c'est la charge au niveau de la. Tu sais, oublier l'indice glycémique, c'est la charge glycémique qui est important. Il ne faut pas prendre les aliments, les séparer. C'est ça qu'on ne mange pas. Dans ton estomac, ils ne se séparent pas. Là. On n'est pas des vaches. Là. Fait que c'est important. C'est pour ça que des hydrates aussi, il faut les manger tranquillement. Parce qu'au niveau enzyme, on a de la ptyaline, puis la ptyaline et il y a un autre enzyme dans notre salive qui pré-digère. Donc, il faut que tu l'insalives. Un pain de temps en temps, je ne suis pas pour ça, mais si tu es pogné pour en manger une slice de pizza, si tu en manges très lentement, tu vas voir, tu n'as presque pas... Oui, parce que tu vas la pré-digérer. Elle avale pas à slice de même parce que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé. Et aussi, je dis souvent, si tu es plus cut, tu es quelqu'un qui est plus découpé, généralement, tu es plus sensible à l'insuline. Fait que tu es capable d'en. C'est moins dommageable quand tu en consommes. Mais je me sens pas bien. Ah ouais, moi, moi non plus. je consomme beaucoup poisson, fruits de mer. Je suis dans le tapis avec des verres. Ou fermenté un peu. J'aime bien le kimchi, ces affaires-là. Moi, pour moi, je suis dedans, là. Patates sucrées, j'ai fait bouillir la veille. Puis au fourneau, j'ai fait cuire avec un peu de gras, avec la pleure, je les mange le lendemain. Parce que la glycémie, un coup qui a été refroidi, c'est beaucoup mieux. Le riz, c'est la même chose, mais je ne suis pas un gros mangeur de riz. Tu sais, j'achète du riz de Gaspésie, mais c'est de l'avoine nue de Gaspésie. Ça aussi, c'est beaucoup plus haut en oméga 3. C'est local, ça pousse. Il y en a à Charlevoix, c'est pas loin de la mer. Puis il y a beaucoup d'oméga 3 dans, c'est intéressant. Puis ça a un goût de noix. Ils appellent ça du riz gaspésien, là, mais c'est de l'avoine nue. Fait que tu fais bouillir ça, mais c'est bon, c'est bon. Je fais un risotto avec ça. Ça donne un petit goût de noisette. Puis je l'ai testé. On est en fasting, on s'en va manger chez Je l'ai testé. J'ajoute de la farine d'argousier. Ils prennent l'argousier, c'est la petite baie orange, mais le noyau, ils grind. Ça fait une farine, ça fait une genre de poudre. Tu mélanges ça avec de l'arrowroot puis du cassava. Les trois mélangés, c'est comme si tu aurais pris du gluten, mais la cassava, c'est excellent pour la prostate. Très, très bon. Un peu comme les graines de citrouille. Très haut en zinc. Puis en même temps, oui, l'indice glycémique est environ à 65, mais mélangé avec la charge glycémique est beaucoup plus basse. Puis l'arrowroot, c'est beaucoup d'inuline. Donc, les trois mélangés ensemble, ça fait, on dirait que tu as une crêpe que tu as achetée au McDo, mais pourtant, c'est souped up. Puis tu coupes le d'œuf dedans, tu fais cuire ça, tu me rajoutes un petit peu de gras dedans. Moi, je mets de l'huile de coco liquide, je mets ça dedans. Puis là, tu fais cuire ça, tu peux t'en servir comme wrap ou comme sucré ou salé. C'est vraiment intéressant, ça. Tu sais, un matin, c'est ça que j'avais. J'avais les œufs brouillés avec ça, mélangé avec avocat, tu te roules ça avec un peu de salsa. Écoute, c'est hot. Oui, c'est un petit peu d'hydrate, mais au niveau glycémique, tu n'as aucun. C'est vraiment, non, t'es pas là. Trois pâtes, du tout. C'est qui est intéressant. Fait que, il y a des manières de bien se nourrir que tu n'as pas besoin de la galette de riz dans le temps des bodybuilders. Là. Petite galette de riz sec avec galette de steak haché sec avec un petit peu de riz. C'est pas comme ça. Ça, la nourriture. Tu peux pas maintenir ça. C'est important de bien manger. C'est la même chose pour l'entraînement. C'est compliqué s'entraîner. Moi, je vois des gens, j'ai ma routine. Ouais, mais c'est pas. C'est pas parce que tu étais à l'hôpital, tu étais un médecin. Là. C'est ça qu'il y a. Ça coûte pas cher là, avoir un programme et être suivi, là, surtout avec Zoom. Mais ça vaut ça. Si tu as dépensé 10 000 $ pour ton gym, tu es capable de mettre une coupe de mille sur comment t'en servir comme il faut de ton gym. C'est ça qui est intéressant. Donc, pour revenir à Desmo, ben, ta dépense calorique, il appelle ça le EPOC, le Post-Oxygen Consumption est très, très élevé. Les deux plus hauts, moi, que j'ai vus, c'est avec les Inertial Waves, nos tubes, puis la Desmo. C'est vraiment intéressant comment ta dépense, ta post-entraînement, comment... On a même travaillé à Amsterdam avec un FLIR. FLIR gun, ça mesure en construction pour la température. Si c'est suédois, si tu mets ça pour voir si tu as la température, la chaleur qui part de ton building. En Suède, il fait froid comme ici. Mais on s'en est servi. On a pris des gens qui ont fait du squat avec un belt squat, puis avec la Desmo. Flare gun, la personne est rouge quasiment au complet. C'est vraiment intéressant. Surtout au niveau des jambes, mais plus les ischios. Avec le flare gun. Puis on a pris une AMG de surface de haute résonance. C'était la même chose.
C'était vraiment intéressant comment que. Fait qu'on aime ça avoir un peu, quand on présente un petit peu de science, surtout comme quand je suis en Chine, mais c'était tous des médecins, puis tu regardes les datas, puis là, tu peux leur montrer ça. Encore, on peut leur faire parler aux datas, tu peux faire ce que tu veux avec des datas, mais au moins, tu as une idée, OK, c'est là-dessus qu'on s'en va. Puis on sait que ça travaille le cerveau, on sait que ça travaille le métabolisme, on sait que c'est rapide, puis là, on le mélange beaucoup avec blood flow restriction. On travaille beaucoup avec ça. Je travaille avec un Doppler, je travaille avec la restriction circulatoire. C'est excellent avec la Desmo. D'ailleurs, l'Université de Trois-Rivières, il avait fait une étude il y a quelques années avec BFR. Puis moi, je le mélange avec Airflow Restriction, mon système, avec soit des ballons, des choses qui vont restreindre la respiration, mélangé avec le BFR, mélangé avec la Desmo. C'est un Aerofit que tu as? C'est quoi? Non. Moi, j'utilise le relaxateur qui coûte 25$. Okay. Vient de la Suède, ça a l'air d'une suce. Puis ça fait juste bloquer l'expiration. Okay. Fait que c'est tout petit, tu mets dans ton cou, tu as l'air d'un lifeguard. Moi, j'aime ça. Les gadgets, j'aime pas ça trop fancy. Puis le ballon, j'aime bien ça. Souffler une ballonne, ça te donne... En même temps que tu fais l'effort. Ouais, ben, quand tu fais des abdos, c'est assez intéressant. Quand tu fais du segmentaire, si tu expires, mais là, tu n'as plus la méthode, tu n'as plus le Valsalva manœuvre, la manœuvre Valsalva pour t'aider. Donc, tu as moins de bras de levier. Donc, si tu fais une abduction de l'épaule, puis tu es en rehab, si tu expires le mouvement, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est ça que je veux. Je veux pas être plus fort. Je veux que mes fascias soient en état d'adaptation. Puis si tu le fais en hypoxie, si je vide mes poumons complets, puis là, je le fais sans respirer, là, ça augmente encore plus. Puis si tu as une restriction, tu as un BFR en plus de ça, là, ce qui était un poids qui était comme, tu étais bon pour 80, 1 RM, tu vas travailler avec ton 30 RM, tu vas en avoir. Mais ça, c'est intéressant quand tu as des blessures ou quand tu tu n'as pas besoin du load. Exactement, mais l'effet est la même. Puis au niveau BDNF, Brain Derived Neuroplasticity, il y a un gros effet au niveau BFR, beaucoup. Donc, il y aurait une capacité d'aller chercher des fibres à contraction rapide plus rapidement. D'ailleurs, Katsu, c'est ça qu'ils ont fait au Japon dans le temps. Fait qu'avec, tu n'as pas besoin d'avoir trop de charge. En vieillissant, c'est le fun. C'est ça qui est intéressant. C'est une forme de biohacking. On pirate la biologie pour qu'elle soit plus performante. Puis en réalité, c'est un petit peu moins dur sur le système de le faire comme ça. Exactement, parce que tu veux créer moins d'inflammation aussi. Parce qu'il n'y a pas grand joueurs de hockey qui vont vivre jusqu'à 100 ans. On s'entend, ou les sports de contact, parce que l'impact, c'est pas bien bon. La plupart des athlètes de longue distance, ils appellent ça Zone 2, LSD dans le temps, Low Slow Down Distance. Techniquement, les gens qui font du tai chi, yoga, qui font des exercices tous les jours, mais pas trop violents, normalement, leur longévité fonctionnelle augmente. Nous, ce qu'on s'est aperçu avec les LDOA, on n'a pas de data parce que ça fait 25 ans qu'on fait ça, mais on s'aperçoit que nos athlètes, ils vieillissent mieux. Ceux qui font le LDOA tous les jours, moi, je peux le voir. Ils récupèrent mieux. Quand Guy Voyer les traitait, il faut voir que si on fait le segment, les entraînements de renforcement segmentaire analytique, leur respiration, puis surtout les LDOA, ils le voyaient vraiment. Hop, on le voyait, puis les gars, oui. Fait que je le fais souvent en Zoom maintenant avec mes athlètes. OK, guys, 2 fois par semaine, à 8 heures le soir, pluguez-vous, mettez-vous en jaquette ou non, puis je les guide. Puis là, quand j'étais avec les sœurs du Four-la-Pointe, souvent en camp d'entraînement, on faisait ça après le souper, on faisait un genre de cool-down avec LDOA, respiration. Là, je quittais, puis les autres, là, les 3 dormaient quasiment. Puis le lendemain, il était beaucoup plus fraîche. On voyait qu'il y avait beaucoup plus d'énergie. Donc, c'est toutes des choses qui... Oui, il faut que tu t'excites, mais il faut que tu aies un downtime. C'est toujours un équilibre. C'est l'amniscatoire, le corps humain. C'est toutes des figures 8. Fait qu'il y a rien... Il ne faut pas que ça soit carré. Il faut que ça soit toujours rond. Tout le temps. Que ça soit comme du Qigong, comme du Tai Chi. Les meilleurs athlètes bougent comme ça. Ils ont un bon petit mouvement. C'est circulaire. Tes meilleurs games de hockey, c'était smooth. C'était un bon chiffre. On dirait que tu vois bien, tu ne forces pas trop. Les impacts, j'étais capable d'absorber. C'était pas sec, mon affaire. Puis, fin de la game,
J'étais bien, j'aurais pu En jouer un autre. j'en joue un autre. Mm. Tu sais, c'est la même chose des musiciens. Je travaille avec quand ils sont ça à coche, mais ça, c'est au niveau des ondes alpha du cerveau aussi, ça se travaille. Tu sais, on pourrait passer des heures Ben, là-dessus. c'est ça que je vais toujours t'arrêter, Paul, parce que clairement, on pourrait passer des heures en ta compagnie puis jaser comme ça. Clairement, on va te réinviter parce que, on a du fun à t'avoir On le avec fera nous dans autres. le gym la prochaine fois. Ah, absolument. Let's go. Fait que, on On va tester. Ben Ben ouais, oui, certain, ben oui. certain. on C'est va arrêter clair. ça pour aujourd'hui parce qu'on veut garder du stock puis je sais qu'on peut en avoir longtemps. Fait que clairement, je sais pas Dans si mon âge, c'est le fun, je me rappellerai pas ce que j'ai dit. Fait que- Va pas leur dire! Je vais pas leur dire d'une autre manière. Pas inquiète pour ça. Je sais pas si t'as aimé ça, mais tu vas être réinvité, c'est sûr. Ah, mais tout, boy, c'est comme si on parle. Tu sais, on l'avait dit l'autre fois quand on a fait notre chose avec la Desmo, on n'avait pas ça. On avait eu nos. Ouais. On a fait du stock, là. C'était Ouais. c'était le fun. Tu sais, moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, c'était Ça sort naturel. en Ouais, plus. ben c'est le fun. ça, Conversation. ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, merci. Pas plaisir. Gros thank gars. you, M. Merci. Gagné. Merci.